Je vis ça comme une sorte de chemin qui s'est complété. Je me rends compte malgré tout qu'il y a une différence entre nous qui avons vécu en dehors d'Israël et l'Israélien véritable qui est né en Israël, qui a fait toute sa vie en Israël et qui a quand même eu affaire à des dangers énormes. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour notre Alia Story hebdomadaire, Albert Najman, devrais-je dire, le docteur Albert Najman, qui a longtemps travaillé dans les hôpitaux. Il est professeur en hématologie et il a écrit un livre, Le sang et la fabriqué par la moelle osseuse. J'espère que je n'ai pas écorché le titre du livre. Il a aussi eu beaucoup d'engagement communautaire en France puisqu'il a été président de Yavne de 1973 à 2016. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Albert Najman. Bonjour, je suis tout à fait oui, beaucoup de plaisir de répondre à vos questions. Et ben voilà, nous on est ravis parce que c'est vrai qu'on aime bien dérouler le fil de ceux qui finalement décident un beau jour de tout quitter et de venir s'installer en Israël. Alors vous avez choisi de le faire à un moment où vous aviez diminué votre activité professionnelle, c'était en 2010. Est-ce que c'est uniquement ça qui vous a poussé à faire votre allié à cette époque-là, ou c'était un rêve de Non, c'était finalement l'occasion que je cherchais depuis longtemps à venir m'installer en Israël. Je n'avais pas pu le faire durant ma carrière professionnelle, malgré des tentatives qui n'avaient pas été fructueuses. Donc finalement, quand j'ai commencé à réduire mes activités et que j'ai prévu un petit peu ce que j'allais faire après, je me suis dit, je vais m'installer à Jérusalem. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes de votre génération qui, après la guerre de Kippour, ont fait leurs valises, ont voulu venir en Israël. Vous étiez de ceux-là, vous aussi ? La guerre de Kippour m'a énormément marqué. À vrai dire, il faut dire que ça avait commencé avec la guerre des 6 jours. Mais la guerre des 6 jours, c'était tellement rapide que finalement, ça nous avait réveillés plus tôt, mais ça n'avait pas encore entraîné une grande volonté de bouger. Par contre, la guerre de Kippour est survenue dans une période de forte tension. Ça a été très difficile, c'était très dur. Et à vrai dire, le chemin qu'on avait commencé en 67 s'est poursuivi et s'est élargi en 73, 74. Alors là, effectivement, on m'a fait des propositions pour m'installer à Jérusalem. Mais tout cela, ça n'a pas abouti. Et au bout de quelques temps, j'ai renoncé à continuer dans ce projet. Pourtant, c'était une spécialité où, j'imagine, il manquait de bras à l'époque, l'hématologie. Oui, c'était une spécialité où il manquait de bras, mais il y avait aussi quand même, disons, de fortes oppositions à l'arrivée de personnes extérieures, surtout dans le milieu hospitalier. Voilà. Vous trouvez que ça a changé ? Que j'étais de trop. Pas le bienvenu. En tout cas, ils avaient un peu peur de votre concurrence. C'était un petit peu ça l'idée. C'est ça, tout à fait. Bon, alors, vous êtes finalement décidé à construire votre carrière en France. Est-ce que c'est le fait que vous n'ayez pas pu partir à cette époque-là en Israël qui vous a entraîné dans l'engagement communautaire, ou c'est deux choses différentes, vous l'auriez fait quand même ? C'est deux choses différentes parce que j'avais commencé déjà à partir juste avant la guerre de Kippour d'ailleurs, et puis au moment de la guerre de Kippour, il y a eu un grand engagement local et j'ai continué ensuite puisque je me suis engagé à fond au niveau du Fonds social juif unifié et au niveau de l'appel unifié à la demande de ses directeurs de l'époque, c'est-à-dire Julien Samuel qui était le premier directeur et Adam Loss qui était le deuxième directeur. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cet engrenage communautaire qui était extrêmement dynamique, prenant à cette époque. Et j'ai dû quand même, au cours de toute cette période, choisir à un moment donné. Et finalement, quand mes activités professionnelles sont devenues trop importantes, j'ai réduit cette activité communautaire pour me consacrer uniquement à l'école Yavne.
dont j'avais été un des premiers élèves en 1948. Incroyable. Ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas quand on vous voit comme ça que vous étiez déjà en 48 élèves à l'école Yavneh. Alors on sent une fidélité comme ça dans vos engagements. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être en Israël, de finalement avoir eu cette carte d'identité, cette petite carte bleue qui fait de vous un citoyen israélien? Est-ce que c'est quelque chose? Écoutez, moi je vis ça comme une sorte de chemin qui s'est complété. Il faut dire aussi que maintenant que je suis beaucoup plus souvent en Israël, je me rends compte malgré tout qu'il y a une différence entre nous qui avons vécu en dehors d'Israël et l'Israélien véritable qui est né en Israël, qui a fait toute sa vie en Israël et qui a quand même eu affaire à des dangers énormes. Je sens quand même cette différence qui va bien au-delà de la vie sociale, qui se retrouve également dans la vie culturelle, dans la vie, disons, littéraire. Et ça me paraît un phénomène intéressant à bien saisir, car je pense que ce n'est pas en une génération qu'on peut s'acclimater à Israël, c'est véritablement en plusieurs générations, comme d'ailleurs c'est naturel de le faire dans d'autres pays. Mais bien que nous ayons ce sentiment d'être dans notre pays, il y a quand même une certaine distinction à faire. Et je pense que ce sera la génération de mes enfants ou de mes petits-enfants qui verront tout naturellement leur situation en Israël. C'est difficile finalement de faire ce constat, de se dire ok, j'ai attendu, je suis là, je l'ai tellement voulu, puis finalement j'ai passé trop de temps à l'extérieur du pays pour être vraiment israélien à 100%. Il faut s'en rendre compte, parce qu'on a toujours l'impression que du moment qu'on a voulu venir en Israël et qu'on a eu une activité communautaire, sioniste, c'est comme si on avait fait les choses. En réalité, c'est important de se rendre compte que ce n'est pas du tout ça. On était finalement des spectateurs, et pour reprendre une formule un peu peut-être osée de Raymond Aron, on était des spectateurs engagés. Mais en réalité, on n'était pas dans le pays. Ouais, donc ça fait une Alors, on était bien sûr bien reçus, parce qu'en plus, comme on était membre d'associations communautaires, on nous déroulait très souvent des tapis rouges, on était dans bons endroits, on voyait Israël de façon très, très favorable, mais en réalité, la vie elle-même de ce pays, ses difficultés, sa construction progressive, moi, je ne l'ai pas perçue et je me suis retrouvé avec un pays finalement extrêmement bien développé, organisé, quand je suis arrivé en 2010, et j'ai finalement commencé à ressentir cette différence, bien que j'ai maintenant des amis israéliens, que je parle avec eux en hébreu, qui me font d'ailleurs le plaisir de m'écouter avec mon hébreu quand même pas tout à fait fluent, comme on dit, mais je perçois toujours quand même cette différence. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous émeut aujourd'hui, après tout ce temps passé? Après tout, ça fait, quand même, plus de 11 ans que vous êtes là. Qu'est-ce qui vous touche? Tout ce qui me touche, c'est la vie, c'est je veux dire, tout ce qui se passe en Israël. C'est vrai que ma première vision le matin sur mon ordinateur, c'est d'aller regarder ce qui se passe sur les chaînes journalistiques israéliennes, c'est vrai. Et tous les événements israéliens me touchent de façon assez directe. Alors aussi bien les bons que les mauvais, aussi bien la vie politique très curieuse d'Israël, que ses réussites sur le plan technologique, que ses réussites sur le plan médical. Alors justement, puisque voilà, justement, là je m'adresse plutôt aux médecins de voir ce qu'il se passe en Europe et ce qu'il se passe surtout en France, ce grand pays, et par rapport à nous, tout petit pays, et avec le succès de cette campagne incroyable qui nous permet aujourd'hui de retourner à la vie. Il en pense quoi, le médecin? Comment vous voyez les choses? Je salue tout à fait ce qui vient de se passer. C'est tout à fait étonnant de voir comment... D'ailleurs, c'est en rapport avec l'organisation même de la prise en charge des soins en Israël, parce que finalement, c'est grâce à l'existence de ces coupotes Cholim que tout ceci a pu être fait. On a affaire ici à une organisation qui n'est pas uniquement administrative, mais qui est également une organisation de soins. Et ces coupotes Cholim dont on a toujours tendance à dire que... À critiquer, vous pouvez le dire, en fait, oui. Ça s'est révélé fonctionnant très bien et répondant immédiatement à l'appel des pouvoirs publics et du ministère de la Santé, ce qui a donné ce succès à la vaccination.
Alors, il faut dire aussi qu'il y avait quand même une volonté politique, et ça, il faut le souligner. Il faut dire que Benjamin Netanyahou a tout fait pour réussir cette campagne de vaccination, et il a compris que c'était pour lui également un moyen d'être apprécié par les concitoyens. Par les électeurs, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez fait des choses un petit peu, différentes malgré le confinement qu'on vient de passer? Mais est-ce que vous avez pu un peu voyager, découvrir peut-être ce pays que vous ne connaissiez pas si bien? Oui, à vrai dire, je le connaissais quand même beaucoup parce que je l'avais visité à plusieurs reprises auparavant. Là, depuis que j'avais fait mon alliage, j'ai fait également certains voyages en groupe dans des régions que je n'avais pas connues auparavant, comme le Golan par exemple. Mais depuis le confinement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en réalité, grâce à toute cette organisation spontanée qui s'est faite d'ailleurs de beaucoup de gens qui ont pris l'initiative, on a pu avoir, en même temps que ce confinement désagréable, on a pu avoir un enseignement formidablement différent, divers, et qui pratiquement occupait toutes les journées. Donc, vous ne vous êtes pas ennuyé. Alors, est-ce que, j'imagine que oui, vous continuez à faire de la recherche, même si vous avez cessé, on va dire, vos responsabilités professionnelles, et est-ce que vous avez des partenariats avec des chercheurs israéliens? Non, je n'ai pas de partenariat. Ce que j'ai comme, disons, lien, c'est que nous avons formé un médecin israélien dans notre service à Saint-Antoine pour qu'il devienne le directeur d'un département de greffe de moelle-osseuse. Il travaille actuellement à l'hôpital Rabin à Petah Tikva. Et voilà, je suis donc satisfait de cela. Mais autrement, je n'ai pas directement de relation. Mes relations de recherche continuent à exister en France avec l'équipe qui s'est constituée autour de mes projets. Ouais, bon, enfin, c'est déjà pas mal d'avoir pu mettre le pied à l'étrier. Vous deviez être fier de ça, d'un médecin israélien grâce aux techniques françaises. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que la plupart des médecins israéliens sont formés aux États-Unis. Et lui, il a fait le choix d'être formé en France, dont il connaissait la langue. Et ça lui a été très efficace puisque maintenant, il est un des greffeurs réputés dans ce pays. Ok, alors on a beaucoup parlé, et puis je vais finir avec ça, d'une réforme du système de santé israélien, notamment au niveau de l'hôpital. Il y a de très très longs temps d'attente lorsqu'on a besoin de faire un scanner ou un IRM. Ce sont des appareils, il y en a peu dans le pays, donc ça fonctionne 24 heures sur 24. Les Français sont d'ailleurs parfois surpris d'avoir un rendez-vous à 4 heures du matin dans une ville bien éloignée de chez eux. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait apporter des améliorations? Ouais, ça, je pense que oui. Moi-même, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir ce que donne une attente aux urgences. Ce n'était pas très grave, mais ça montre aussi bien qu'il faut attendre pendant des heures. Le système aussi est très saturé, comme il l'est d'ailleurs en France. Curieusement, en France, les plaintes qu'on entend en Israël, on les entend également pour les hôpitaux en France. Non, je crois que c'est un développement insuffisant des moyens qui sont affectés aux services de santé. Il faudrait beaucoup plus développer effectivement tout le matériel technique qui est nécessaire, et on s'aperçoit que c'est faisable quand il y a une volonté politique pour le faire. Le succès de la vaccination est quand même dû à des dépenses considérables qui ont été faites pour acheter ces vaccins et pour organiser cette vaccination. Il n'y a pas de raison que finalement on cesse de fournir tous ces moyens considérables une fois que la vaccination sera achevée. Mais on espère que ce sera la direction qui sera prise pour nous tous. Alors, juste pour finir, je sais que, en général, je pose toujours la question, est-ce que vos enfants vont vous suivre? Est-ce qu'ils vous ont suivi? Comment ça se passe écoutez, pour l'instant, j'ai une petite fille qui m'a vraiment suivi puisqu'elle travaille maintenant comme avocate à Tel Aviv. J'ai une seconde petite fille qui est encore petite, mais qui me dit... papy, moi, j'irai en Israël. Donc, vous voyez, ça vous rend fier d'avoir... Au niveau des petits-enfants, c'est déjà assuré. Oui, c'est déjà assuré. Ça, c'est une fierté pour vous de savoir qu'ils sont, eux, intégrés dans la société israélienne? Qu'ils vont l'être, oui, tout à fait. Ça, c'est une fierté, finalement. Bon, écoutez, on était ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. On espère que vous allez continuer de vivre heureux sur cette terre que vous avez choisie. Voilà, on vous souhaite le meilleur. Et merci beaucoup. Et
Rak sa mère, puisque bientôt on va rentrer dans la période de Pâques. Voilà, et ben on vous souhaite aussi de très joyeuses fêtes de Pessah. On vous retrouvera peut-être une prochaine fois. Docteur Albert Najman, c'était un plaisir de vous avoir. À bientôt. À bientôt. Merci. De rien. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alia Story, c'est vous, c'est nous.